Salut, bienvenue dans ce Face à Pierrot du 21 avril 2025. Plus de 600 questions à dépouiller ce matin. Merci, mais ça commence à être long. La première question de la semaine est de l'Olympien. Que penses-tu du comportement du président de la LFP qui préfère assister au match du PSG que d'être présent sur la table des négociations pour les droits TV? Peux-tu dresser un bilan par rapport à Vincent Labrune depuis qu'il est rentré à la tête de la LFP? J'ai dénoncé ça dès même le résultat de l'échec des négos avec DAZN. Et même si cette réunion se passait en visio pour tout le monde, je pense que la place du président de la Ligue de football était à la Ligue, au milieu de ses équipes, pour parer à ce qui de toute évidence allait être une situation de crise. Et je trouve ça invraisemblable que Labrune soit allé à Birmingham. Comme j'ai dit, si ça se trouve, il a fait la visio en slip sur son lit de sa chambre d'hôtel. Mais c'est symptomatique d'un mec qui, en fait, s'en fout, quoi. Et qu'il a le pouvoir, il a le salaire qui va avec, très beau salaire d'ailleurs, et il ne fait rien. Enfin si, il fait des conneries, quoi. C'est un échec sur toute la ligne. Je suis incapable de trouver une action positive de Vincent Labrune à la tête de la Ligue nationale de football. Et comme beaucoup d'internautes me le font remarquer, le mec a été réélu largement par énormément de présidents qui ont voté pour lui. Et ça, c'est problématique. Je pense qu'ils ont voté pour lui parce que il avait un discours positif. Ça, parler, il sait faire. Et puis il envoyait du rêve. Et tous ces mecs qui sont pourtant chacun dans leur partie des grands capitaines d'industrie, ils perdent toute lucidité quand on parle de football. Et Vincent Labrune a une lourde responsabilité dans ce qui se passe dans le foot aujourd'hui. D'abord, c'est lui qui s'est coupé définitivement de Canal+, ce qui est une erreur monumentale, parce que Canal+ était le partenaire historique et fondateur du football de club en France. Et les traités comme ils ont été traités, alors évidemment à l'époque de Mediapro c'était pas lui, c'était Kyo, un autre génie lui dans son genre aussi. Voilà, mais derrière filer le bébé à Amazon alors qu'ils étaient bien contents que Canal vienne reprendre le championnat derrière le désastre Mediapro. Enfin c'est une succession de conneries, d'indélicatesses. Et aujourd'hui, tout le foot français le paye et va le payer très cher. Alex Nissa du 06 me dit « Victoire précieuse pour Reims dans la lutte pour le maintien contre un Toulouse vite réduit à 10. Peut-on dire que Reims a une balle de maintien la semaine prochaine à Montpellier alors que Le Havre reçoit Monaco et Saint-Etienne va à Strasbourg ?» Ouais, non, je pense que même sans cette balle à Montpellier, Reims est tiré d'affaire. Ils ont pris 9 points sur 12, là. Donc, c'est d'ailleurs assez curieux à noter. C'est-à-dire que dans leurs 3 victoires, ils n'ont rien montré en termes de foot. Je dirais que bizarrement, le match où ils ont le plus montré en termes de jeu, c'est celui qu'ils ont perdu contre Strasbourg avec l'arbitrage que l'on sait. De toute façon, Le Havre, Saint-Etienne et Angers ont des calendriers très difficiles. Donc je pense que oui, Reims est tiré d'affaire. Alex Nissa du 06. Je vais revenir sur la décision hallucinante de ne pas avoir expulsé Lucas Tassin lors du derby. Penses-tu que la commission de discipline puisse s'emparer du Castassin pour le sanctionner durement pour son geste sur Tolisso? Il doit prendre 4 matchs fermes. En fait, ça dépend du rapport qu'a fait le Texier à la fin du match. Si le Texier a fait un rapport sur Stassin, effectivement, la commission de discipline peut s'en saisir. Si le Texier n'en a pas fait, la faute est jugée, sanctionnée par un jaune et on peut pas revenir dessus. C'est évidemment une faute d'arbitrage terrible, monstrueuse, qu'on doit d'ailleurs imputer autant à la VAR qu'à le Texier, puisque le Texier prend instantanément la bonne décision en mettant rouge.
Et c'est la VAR qui l'appelle parce que il estime que il y a matière à rappeler le Texier, qui est donc forcément mis sous condition pour aller revoir ça. Après, c'est une hauteur de pied, mais bon, il tient pas compte du fait... Moi, si tu veux, quand j'ai vu l'action en direct, je me suis dit, bon, ben, il lui met jaune, mais quand tu vois Tolisso sortir sur une sévière, il peut de nouveau lui mettre rouge. Donc, en fait, il y a une double erreur. Brax me dit, Loïc Désiré a pris la direction de Rennes. On dit que c'est une opportunité qu'il n'a pas pu refuser, mais aussi car il ne s'en sentait plus très utile sur le recrutement du Racing. D'après toi, ou les échos que tu as eus, où est la vérité, ou un peu des deux? Alors, pour ce que je peux en savoir, Loïc Désiré était parfaitement à l'aise dans le nouveau système de recrutement du Racing, parce qu'il était totalement intégré dans les discussions avec les directeurs sportifs de Chelsea, à tous les niveaux, je veux dire au niveau du recrutement du Racing, mais aussi au niveau du recrutement de Chelsea, parce que la compétence de Loïc Désiré n'est plus à démontrer. Il y a un paramètre qu'il faut pas oublier, c'est que Loïc habite à Vannes, et que évidemment le fait de travailler à Rennes le rapproche énormément, parce que bon Rennes-Vannes, ça se fait en voiture tranquillement, alors que évidemment Vannes-Strasbourg, ça se fait pas en voiture, ou alors c'est un peu plus long. Donc je pense qu'il y a aussi un confort de vie, et puis il y a un projet quand même très intéressant, un club avec des vrais moyens. C'est pas la première fois que Loïc Désiré est courtisé sur les dernières années. Il y a eu Lyon, il y a eu Lens. Je pense que c'est une opportunité qu'il avait très envie de saisir, et que je pense que Marc Keller n'avait pas envie de lui barrer la route pour ce qui est aussi une évolution de carrière. Pépito me dit, le point faible du PSG, c'est les coups de pied arrêtés défensifs, qui eux sont le point fort d'Arsenal. Comment voyez-vous cette double confrontation? Parmi les motifs d'inquiétude que j'ai pour le PSG face à Arsenal, il y a effectivement ça, c'est-à-dire qu'effectivement Arsenal marque beaucoup de buts sur corner, et que c'est une faiblesse assez incroyable sur le PSG, qui a encore encaissé un but sur corner contre le Havre. Donc ça, c'est un vrai motif d'inquiétude. L'autre motif d'inquiétude, il se situe au milieu de terrain, parce que le milieu de terrain d'Arsenal, avec Declan Rice, avec Partey, même si Partey sera suspendu au match aller, c'est quand même un gros point fort, et que voilà, et que j'ai peur qu'au niveau athlétique, le milieu du PSG soit dépassé. Si vous vous souvenez, c'est quelque chose que j'avais évoqué dès le début de la saison, et que je trouvais que ce milieu de terrain que j'avais qualifié en exagérant, comme ça m'arrive parfois, de lilliputien, allait avoir du mal contre des milieux très costauds. Ça n'a pas été le cas contre Liverpool, ça a été le cas au match retour contre Aston Villa, et ça risque d'être le cas à Arsenal. Après, parmi les points forts que le PSG peut avoir face à Arsenal, je pense que justement au niveau du milieu, il y a une créativité supérieure côté parisien, et une ligne d'attaque du PSG qui peut, dans les transitions, poser de gros problèmes à la défense très solide d'Arsenal. Mais enfin, ce sera une demi-finale difficile. Alex Penon me dit, alors que Warren Zaïre-Emery fait l'objet de pas mal de remises en cause, n'est-il pas simplement victime du retour de Fabian Ruiz à son meilleur niveau pendant sa blessure à la cheville? Il fait toujours de bonnes entrées, notamment à Liverpool, et n'oublions pas qu'il n'a que 19 ans. Oui, c'est ça, c'est qu'on a l'impression que Warren, il fait partie des meubles, alors qu'il a effectivement que 19 ans, et qu'il a peut-être un petit... Il est victime de la concurrence, hein. C'est sûr que Vitinha, Neves et Ruiz constituent le milieu de terrain titulaire du PSG en cette fin de saison. Maintenant, c'est quelque chose qui peut être appelé à changer, et que effectivement, faut pas oublier que Warren, il a que 19 ans, et que tout ça peut changer. Arkman07 me dit, Désiré Doué, quelle est pour vous son évolution? Le voyez-vous plus jouer en 8 ou sur le côté à l'avenir au PSG? Est-ce une solution alternative pour Deschamps de le faire jouer au milieu? Bonne question. Faire jouer Désiré Doué 8, ça me paraît être du gâchis, parce que je pense que plus tu rapproches Désiré du but adverse, plus
tu optimises ses qualités. Et sur un côté aussi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors évidemment, moi, avec ma conception du foot, si j'avais une équipe, je ferais jouer des Redoué libres dans l'axe derrière les attaquants. Malheureusement, il n'y a plus personne qui joue comme ça. Il y a peut-être une raison d'ailleurs. Mais peut-être qu'en équipe de France, ça pourrait être une solution pour lui de faire jouer Doué, Olise, Dembélé, Mbappé par exemple. Ça me paraît être une solution intéressante pour l'avenir, d'autant plus que Doué travaille beaucoup défensivement. Alex Penon me dit, avec la séparation entre la Ligue et DAZN et Canal qui se déclare prêt à rouvrir le dialogue, ces derniers risquant de se positionner sur le ou les deux affiches du week-end, quid de la diffusion des autres matchs? Quelle solution complémentaire si Canal ne diffuse qu'une partie? Alors là, Alex, tu te rends bien compte qu'on est totalement dans la fiction. D'abord parce qu'on ne sait pas si la déclaration de Maxime Saada a juste été faite par politesse. Tout ce qu'on sait, c'est qu'effectivement, toute reprise de contact faite par Nicolas de Taverneau sera accueillie de façon bien plus bienveillante. Toute tentative de Vincent Labrune, à qui Maxime Saada et Vincent Bolloré ne donnent même plus l'heure. Donc, effectivement, à ce niveau-là, on peut espérer qu'il y ait une reprise du dialogue. Maintenant, je pense très sincèrement qu'un des problèmes de la diffusion de la Ligue 1, c'est le fait que ce soit splitté en plusieurs diffuseurs. Là, t'as 8 matchs sur DAZN, t'as le 9e qui est assez régulièrement le meilleur, qui est sur beIN. Donc déjà, ça veut dire qu'il faut 2 abonnements. Donc moi, je pense qu'il faut un abonnement pour pouvoir voir tous les matchs. Et ça, il n'est pas du tout évident que Canal soit prêt à investir, je sais pas, 250, 300, 350 millions sur l'intégralité du championnat, à moins que Canal ne fasse une chaîne additionnelle à abonnement enfin, il y a des solutions, il y a aussi d'autres solutions. C'est peut-être que la chaîne de la Ligue soit diffusée en association avec les équipes éditoriales de Canal qui fourniraient les commentaires, ce qui ferait que ce serait vraiment une chaîne Canal, peut-être distribuée en exclusivité sur Canal. Enfin, je sais pas. En tout cas, il va falloir avoir des idées et vite, parce que c'est c'est une situation qui va devenir très très compliquée. François GTR me dit, le gros trou d'air du PSG au retour contre Villa plus la défaite 3-2, est-ce pour toi une source d'inquiétude pour la suite? Je me dis pour ma part que la version Enrique a su laisser passer l'orage et limiter la casse, et que le club montre enfin du caractère. Tu sais, je vais te faire une réponse un peu basique, mais je veux dire, l'adversaire a le droit d'être bon aussi parfois, quoi. Je veux dire, c'est vrai qu'Aston Villa a fait une deuxième mi-temps assez énorme, qui a peut-être aussi surpris le PSG, qui s'attendait pas à ça, qui s'attendait pas à une telle réaction du club de Birmingham après avoir mené 2-0 au score. Maintenant, le trou d'air, Barcelone l'a eu aussi à Dortmund, hein, où on n'est pas passé loin non plus d'une grosse catastrophe. Ça veut dire aussi que les écarts se resserrent entre les clubs. Et je trouve que c'est plutôt bien pour l'intérêt en général de la compétition.